Bretagne 5, il est 8h16. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité politique ce matin est Vincent Letertre. Il est animateur du groupe d'action de la France Insoumise à Lorient. Il a fait la route de bonne heure ce matin pour être avec nous. Je l'en remercie. Bonjour. C'est toujours trop tôt, mais c'est toujours un plaisir. Alors on va prendre ça comme un très beau compliment. On va parler de politique, ça vous aura pas échappé, avec toujours et encore ce budget dont il est question. On voit la gauche à la manœuvre, on voit LFI à la manœuvre, on voit ce nombre d'amendements conséquents, même si Éric Coquerel a dit que sans doute quelques amendements pourraient passer à la trappe pour aller un peu plus vite et pour éviter surtout le 49.3. C'est la hantise ça, le 49.3 ? C'est la hantise, c'est l'habitude. Et quand on vote pour du changement, on aimerait bien avoir un vrai changement. Et là, on nous a vendu un changement et on a surtout une pâle photocopie de ce qui se fait depuis 2017. Oui, après, la gauche, le NFP, parce qu'il y a une gauche qui n'est pas NFP. Donc oui, le NFP à la manœuvre, bien dirigé par le camarade Éric Coquerel, qui fait un super boulot, reconnu par tout le monde. Et oui, j'ai vu aussi l'interview qu'en effet, le bloc macroniste droite républicaine voulait faire un peu de ralentissement, parce que quand c'est nous, c'est anti-républicain, mais quand c'est le bloc central, c'est normal. Donc oui, ils veulent ralentir pour éviter d'avoir recours en 49.3, pour aller jouer l'article 47 et faire pourrir le débat pour que ça soit envoyé au Sénat, qui évidemment est tout acquis à la cause de la droite. Voilà, de la stratégie pure et simple du bloc macroniste depuis 2017. Quoi. On a l'habitude. Donc l'avantage qu'on a, c'est qu'on est beaucoup plus en force avec le NFP qu'avec la NUPES. Donc voilà, on est bien mieux armés, on commence à être un peu plus expérimenté. Donc depuis quelques jours, on gagne quelques petites victoires sur des amendements, ce qui fait plaisir. Donc voir comment ça va se terminer. Mais contrairement aux années précédentes, on le regarde avec un peu plus de joie. De sérénité sans doute. Ou de plaisir. Alors on a également le Rassemblement national qui a un nombre de députés qui a augmenté depuis les élections législatives. Oui. On le dit faiseur de roi, le Rassemblement national, en tout cas sur le budget ou sur des motions de censure. S'il y avait par exemple des articles qui vont dans le bon sens, des amendements qui vont dans le bon sens, vous voyez déjà où je veux en venir, des amendements qui vont dans le bon sens, est-ce que par exemple LFI serait prête à voter dans le sens du Rassemblement national ou c'est inconcevable ? On parle d'une abrogation de réforme des retraites, par exemple. Par exemple, hein, voilà. Je pense que cette décision se prendra, et je l'espère, avec tous les groupes de gauche de l'Assemblée. Mon avis personnel n'engage finalement que moi. Et si j'étais député, ce serait un peu plus valorisant. Mais non, je pense que il y a vraiment une posture morale en disant on ne vote pas la réforme des retraites, si tant soit peu que la réforme des retraites convienne. Parce que quand le Front National va vouloir faire cette réforme, peut-être qu'ils vont glisser des choses, encore une fois, sur lesquelles on n'est pas d'accord, et le grand public va pas évidemment en être averti. Donc je sais pas, je pense qu'il faut pas être dans une posture morale et qu'il faut, si la proposition va dans le même sens que nous, il faut pas se priver de voter si c'est dans l'intérêt des gens qui justement ont voté pour nous pour des choses quoi. Donc voilà. Après évidemment, je mets vraiment la nuance sur le fait que on sait très bien que le Front National, sur tout ce qui est social, c'est souvent des arnaques et que même dans l'extrême droite, il y a droite. Mais déjà, l'extrême droite, il y a des gens libéraux, des gens un peu moins libéraux. Et même leur ligne en interne est discutée et on n'arrive pas trop non plus à comprendre où ils veulent en venir. Et puis ils sont capables de voter contre en commission, puis voter pour à l'Assemblée, etc. Donc voilà. Donc pour répondre à la question, faiseur de roi, je sais pas, parce qu'en fait, ils cautionnent le gouvernement. Donc ils ont choisi de gouverner avec la Macronie. Et en fait, c'est un soutien sans participation. Voilà. Avec une forte demande sociale aujourd'hui, les Français ont lancé ce coup de semonce. Alors, en votant d'un côté pour la gauche, je dis force de gauche hein, en règle générale, et de l'autre côté pour le Rassemblement national. Mais au moins avec un dénominateur commun, il faut que les choses changent. Comment changer les choses aujourd'hui avec un budget tenu et en déficit et à la fois continuer à avancer ? Il faut aller chercher l'argent.
Et on va le chercher où? Mais il y en a de l'argent. Je sais qu'on va parler d'argent plus tard, mais il y a de l'argent. Et j'invite tous ceux qui ne comprennent pas ou pour qui c'est trop compliqué, une belle vidéo de David Guiraud sur l'arnaque à la TVA de l'État qui montre bien où va l'argent et qu'il y a des millions, des centaines de millions qui disparaissent, voire même des milliards. Voilà, donc il faut arriver à comprendre ça et il suffit juste d'arbitrer les attributions de financement. Moi, bon, c'est un secret de Polichinelle, on nous active depuis des années et des années le mythe de la dette, ça n'empêche pas de trouver, il me semble, 500 et quelques millions pour l'armement. Donc quand on veut trouver de l'argent, on en trouve. Par contre, quand on veut réhabiliter un grand plan logement national pour lutter contre l'insalubrité ou les passoires thermiques, etc., le bien manger, bon, on va pas tout faire, parce que sinon j'en ai pour 1 heure à dévaler un programme. Mais là, il n'y a pas d'argent. Où il y a des volontés, ça s'agite. Puis après, quand il faut abroger une loi où il faut vraiment la promulguer, ou il se passe rien. Donc on voit que c'est des volontés politiques. Donc si la gauche, au sens large, gagne, je pense qu'il y aura un programme qui ira dans ce sens-là. Quant au Front National, alors là, je pense que rien ne va changer, voire ça va empirer pour certains. On a parlé beaucoup de fiscalité. Donc, en gros, le retour de certains impôts, on pense à la taxe d'habitation, c'est fortement demandé par les collectivités qui ont du mal aujourd'hui, qui travaillent beaucoup en tout cas sur le volet social, on pense aux départements en particulier, qui n'arrivent plus, qui arrivent encore, mais pour combien de temps à tenir leur budget à l'équilibre? Est-ce que c'est une bonne idée, fausse bonne idée, ou est-ce que finalement c'est une bonne idée, mais il faudrait graduer ce retour de cette taxe d'habitation, l'indexer en fonction peut-être des revenus de tout un chacun? Plusieurs choses. La première, c'est en effet, l'État là ponctionne de l'argent dans toutes les collectivités. C'est un problème. Parce que bon, l'avantage à la LFI, c'est qu'on n'est pas dans les départements et les régions, on n'est pas en gouvernance et on est quand même dans quelques collectivités, mais du coup, c'est des choses qui pour nous sont un peu plus lointaines parce qu'on n'a pas les élus dans ces strates-là. Mais on voit bien l'aspect social, la délégation sociale, c'est pour l'aspect département, donc c'est les départements qui gèrent ça. Et on voit bien que c'est les départements qui doivent pallier à la politique macroniste de casse de tout le service public et même du système de santé, etc., etc. Donc on voit bien que c'est le département qui doit mettre au bout et en même temps on leur ponctionne de l'argent. Concernant la taxe d'habitation, je pense pas que ce soit une solution parce que la taxe d'habitation est payée pour tous. Et les plus riches vont la payer, mais les plus riches sortir l'équivalent, parce qu'en général c'est un mois de loyer. Mais pour les gens qui ont les moyens et qui peuvent partir une semaine en vacances, un mois de loyer, c'est pas grand-chose. Mais pour des gens qui galèrent et qui survivent à peine leur demander de payer un 400, 500, 600, 700, 800 euros, parce que souvent ils payent cher des loyers insalubres, je caricature, ils pourront pas les sortir. Ils vont quoi? Ils vont reprendre un crédit pour payer ça, crédit à la consommation, qui va leur coûter plus cher. Non, faut être sérieux, la taxe d'habitation, ça donne en effet plus de levier économique aux collectivités locales, mais la solution, elle doit pas être encore de faire payer les plus fragiles. On a vu aussi quelque chose qui a bougé quand même dans ce budget. Jusque-là, on avait dit on va taxer les grandes entreprises ou les personnes qui ont de grosses fortunes, hein, il faut bien dire les choses telles qu'elles sont, de façon temporaire. Et finalement, le temporaire s'est transformé, alors peut-être en définitive. C'est très français ça, le temporaire qui dure. De temporaire qui dure. Là aussi, on a vu la gauche, là encore, je prends l'acronyme gauche, à la manœuvre. Est-ce que c'est une bonne chose d'avoir dit finalement ce ne sera pas temporaire parce que la dette elle n'est pas temporaire et il faut que les plus riches participent à l'effort national? Ah, la taxation sur les très riches. Comment dire ça joliment? Moi je fais un peu la distinction entre les chefs d'entreprise qui travaillent en France, emploient des gens, créent de la richesse, créent du travail, font vivre des gens et qui du coup ont des rémunérations mais payent leurs impôts. Et pour être en ce moment dans un projet aussi de création d'entreprise, je leur tire mon chapeau pour cette strate-là de chefs d'entreprise. Et même s'ils gagnent de l'argent, c'est en créant de l'emploi. Et les très grandes entreprises qui sont à l'international, qui sont dans les paradis fiscaux, qui font de la défiscalisation, ou ceux qui sont au 440, et j'en parle même pas. Eux, à part engendrer des dividendes pour les plus riches, et en plus le dividende est moins imposé que le travail. Non, eux, oui, je pense qu'il faut y aller. Après, il faut arriver à doser pour que ça soit complètement supportable aussi pour les entreprises, mais les grandes entreprises qui font des milliards
voire des centaines de millions de bénéfices, faut qu'ils pensent à contribuer. Donc voilà. Moi je suis pour, après voilà, c'est juste que ça y était avant et Macron l'a enlevé. Alors, il fallait enlever, par exemple, l'impôt sur les grandes fortunes. On l'a vu disparaître. Là, il y a eu beaucoup de voix qui se sont élevées aussi pour dire qu'il faut le rétablir, mais ça passe pas. Ça passe pas auprès du peuple. Non, je pense que le peuple est très d'accord pour taxer les très riches avec l'ISF. Voilà, c'est plutôt au niveau du gouvernement que ça passe pas. Bah, le gouvernement n'est pas représentatif du peuple. Justement, la représentation du peuple aujourd'hui, on a entendu beaucoup LFI s'exprimer sur cette fameuse... J'adore dire le peuple, c'est pour ça. Voilà, c'est cette... le peuple est le vieux. 6e République. Voilà, on a entendu beaucoup parler de la 6e République. Voilà, est-ce qu'on passe la 5e à la trappe, on réécrit à partir d'une page blanche, ou on améliore cette 5e pour la transformer en 6e? Est-ce qu'il faut tourner la page du général de Gaulle, c'est ça? Par exemple, on a dit que cette 5e République était faite par et pour lui. Oui, on avait dit qu'on ne parlait pas de Gaulle. En fait, on voit bien qu'il y a une vraie crise démocratique. Je pense que de la droite à la gauche, unanimement, on peut être d'accord sur le constat qu'il y a un dysfonctionnement démocratique à l'Assemblée, sur le fonctionnement ou la place du Sénat, etc. Mais là, on est déjà dans des critiques de gens concernés. Pour la plupart, ils y sont, ils veulent en être, ou c'est déjà un microcosme, on va dire, sur le plan de tous les Français. Mais la question de la 6e, c'est, enfin pour nous, c'est de créer une constituante. C'est-à-dire que c'est prendre le pouvoir, créer une constituante et faire en sorte que les gens puissent décider quelle est la démocratie qu'ils veulent avoir. Et c'est pas, je vais faire de procès à personne, parce que je sais que les camarades ne sont pas comme ça non plus, c'est de savoir, est-ce qu'on reste dans ce fonctionnement, l'élection directe du président, est-ce qu'on garde le Sénat, est-ce qu'on fait comme dans les autres pays, comme d'autres pays européens, sur des accords de gouvernement, une politique vraiment parlementaire comme ça. À voir, mais si tant soit peu que la 6e apporte une solution et règle la crise démocratique. Là, pour le coup, c'est une vraie question. Je pense que c'est une solution, mais est-ce que ça va suffire? Je sais pas, parce qu'on voit bien la France est fracturée. Donc là, je suis un peu sceptique pour le coup. La France est fracturée, elle est fracturée d'un point de vue social, elle est aussi fracturée d'un point de vue idéologique, on le voit aujourd'hui. S'ajoute à ça, évidemment, ce qui peut se passer, que ce soit au Moyen-Orient, je vais y arriver, pardon, ou encore en Ukraine, voire même ce qui se passe aux États-Unis, qui est observé de près aujourd'hui. On n'est pas à l'abri du retour de Donald Trump dans une quinzaine de jours. Alors évidemment, les Français c'est peut-être pas leur centre de préoccupation, mais on les entend quand même s'exprimer autour de ça et s'inquiéter. Vous m'aviez posé la même question la dernière fois que je suis passé sur la possible élection de Trump. Mais on en revient à la même chose. Comme quoi l'actualité se répète. C'est toujours... rien ne se perd, tout se transforme, non? Mais oui, l'élection de Trump... en fait, ça reste les États-Unis, et même nous, en France... Pour ceux qui s'y intéressent, je ne parle pas des experts, pour ceux qui s'y intéressent un peu de loin, on n'a pas une version entière de ce qu'est les États-Unis. C'est comme de penser que la France, elle est de gauche parce que les grandes métropoles sont de gauche. Ce serait de mettre un voile sur toute la ruralité du reste de la France, qui a une vie différente et des visions différentes, et même une relation à l'étranger, une relation à l'immigration, une relation à l'ouverture au monde différente. Donc les États-Unis, c'est pareil. Et j'ai envie de dire que Kamala Harris, ça sera mieux si ça gagne, mais de mon point de vue antiraciste et de gauche, ça sera moins pire. Mais est-ce que ça va régler les problèmes de géopolitique mondiale? Je ne suis pas sûr. Avec au moins un constat commun de deux sociétés fracturées, que ce soit ici en France ou là-bas aux États-Unis, sur des grands sujets. Vous parliez d'immigration. Aujourd'hui, on propose une nouvelle loi immigration. Alors, je n'ai pas compté, pour être franc avec vous, combien de lois ont été proposées. Il en fallait une nouvelle loi immigration. Je vous pose la question un peu à brûle pour point. Ça doit être une loi immigration par an. Donc moi j'attendais la nouvelle version, voilà. Mais celle-là, je pense qu'ils vont j'espère qu'ils enlèveront le logo Front National, parce qu'elle sera très très estampillée. Tout ça, encore une fois, une loi immigration pour dire encore une fois à quel point on veut pas des immigrés, qu'on veut pas des étrangers, mais qu'on veut bien qu'ils travaillent pour pas cher dans nos cuisines et qu'ils construisent. Non, mais faut être sérieux. On a besoin. La France a toujours été un territoire d'accueil qui a été construit sur des vagues d'immigration. Voilà. Si les immigrés étaient des Italiens, des Espagnols, des Allemands, des Suisses,
étrangement, ça poserait moins de problèmes que s'ils étaient d'Afrique ou ils étaient musulmans. Donc on en revient un peu, c'est toujours les problèmes d'immigration sous couvert de racisme de base. Comment accueillir justement les immigrés qui arrivent du continent africain? Ils sont très nombreux. Comment les répartir finalement? Alors peut-être au niveau de l'Europe, on voit qu'il y a des pays, on a vu les déboires de Giorgia Meloni il y a quelques jours qui voulait envoyer les migrants vers des camps de rétention en Albanie pour les redispatcher ensuite. L'Angleterre aussi. Et l'Angleterre qui le fait avec le Rwanda également. Et certains pays, on pense à la Hongrie, qui ne veulent pas du tout accueillir de personnes réfugiées. On voit qu'il y a une Europe qui se fracture aussi sur le sujet. On voit surtout une certaine Europe qui se referme sur elle-même. C'est assez marrant parce que on parle souvent de plein de choses et de social, mais sur l'aspect écologique, on voit avec le réchauffement climatique qu'il va y avoir dans les années à venir des réfugiés climatiques. Et on caricature parce qu'il y a quelques pays qui, sous quelques années ou dizaines d'années, vont être sous l'eau et vont devoir se déplacer. Mais quand il va y avoir la même chose, la montée des eaux chez nous, il y avait une très belle carte de la Bretagne sous l'eau avec la moitié, avec l'île de la Bretagne. Mais il va y avoir des mouvements et qu'est-ce qu'on va dire à ces gens-là qui sont bretons, qui habitent à Saint-Nazaire, qu'ils vont vouloir aller à Pontivy et qu'on va dire ah non, venez pas chez nous. Faut être humain et faut être sérieux. Après, pour être plus précis, en effet, c'est quelque chose qui doit plutôt être traité avec l'Union européenne. Mais quand on voit l'Union européenne qui devient de plus en plus nationaliste, xénophobe, ça laisse un peu songeur. Donc la France, je pense, y prendra sa part de par sa position de pays accueillant. Mais on ne va pas réussir à gérer le problème seul. Voilà, donc... Sur le point de vue européen, on a également des inquiétudes. Aujourd'hui, on parlait de la guerre en Ukraine tout à l'heure, il y a l'inquiétude du voisin russe qui met les moyens... Voisin encombrant. Là, aujourd'hui, on a l'impression que l'Europe n'est pas entendue au niveau géopolitique. La France encore moins. Est-ce qu'on a perdu notre voix dans le concert des nations? Alors la France et plus largement l'Europe. Alors, je ne suis pas expert en géopolitique pour le coup. Hein. Je mets des guillemets, mais c'est vrai qu'on a... l'Europe ne pèse pas assez. La voix de la France qui avant était si singulière, je vais pas... on va quand même... Bon, j'allais nuancer, parce que bon, des fois on oublie la politique qu'il a menée. Je pense à De Villepin. De Villepin a été, sur le plan international, une fierté. Et je suis LFI, hein, cette phrase me brûle un peu la bouche. Hein. Mais sur l'aspect de l'image qu'il a envoyée de la France, de la fierté des Français de dire non, en disant nous, on a notre position, on n'en démord pas, c'était une fierté. Et depuis ce moment-là, j'étais jeune, depuis ce moment-là, j'ai jamais été fier d'entendre un positionnement d'un Français à l'international, à l'ONU ou à l'OTAN, peu importe, jamais. Donc... j'aimerais bien retrouver une ligne, j'allais dire non alignée, parce que c'est souvent la ligne de la LFI, mais qui n'est pas ni dans la roue des Russes, ni dans la roue des États-Unis, mais qui devient un partenaire et avec qui il faut discuter. Voilà. Donc, je pense que la singularité de la France doit être poursuivie et exister, et on voit que depuis 2017, on est à tout l'inverse, quoi. On a perdu. On le voit au Proche-Orient avec cette guerre interminable. On a beaucoup reproché à LFI d'être pro-palestinien. Alors là, vous pourrez évidemment nous en dire un mot. Parfois même antisémite, hein, le mot a été lâché. Néanmoins, on voit quand même quelques efforts. On pense à Jean-Yves Le Drian, qui est en ce moment au Liban, qui essaie de discuter, de faire avancer les choses. Là aussi, on a l'impression que c'est un petit peu se battre contre les moulins à vent. Est-ce qu'il y a besoin aussi d'une politique française au Proche et au Moyen-Orient? J'entends une politique diplomatique. Déjà, je comprends pas trop ce que va faire Jean-Yves Le Drian dans un conflit. Je vois pas la plus-value, mais bon, ça doit me dépasser. Mais oui, après, la LFI sur le conflit israélo-palestinien, on l'a pas inventé. Voilà, on l'a mis vraiment sur le débat national plus que prévu normalement. Donc on a vraiment insisté sur le fait de visibilité de ce sujet-là et on a subi des attaques justifiées au meilleur des cas, voire vraiment diffamantes, comme le fait de dire qu'à la LFI on est antisémite, ce qui est quand même assez cocasse. Mais bon, c'est un principe de base du fait d'éliminer une certaine gauche.
C'est ce qui se passait en Angleterre avec Jeremy Corbyn ou avec d'autres. Dès qu'on a envie de se passer d'une certaine gauche, on les traite d'antisémites. Bon, écoutez, moi, ça m'a toujours fait marrer. Hein. Je suis SOS Racisme, je lutte contre ça au quotidien, et je lutte même contre des camarades de gauche ou contre de l'omerta de certains qui veulent pas visibiliser des sujets d'antisémitisme, et il y en a. Donc, non, la lutte contre l'antisémitisme, on est en plein dedans, et souvent, on voit pas tout ce qui se passe. Et non, là, sur ce côté-là, la LFI n'est pas antisémite. Autre sujet qui fâche... Et le reste ? Il y en a pas. Il n'y a pas que des sujets qui fâchent, je vous rassure. Mais autre sujet qui fâche, aujourd'hui, on voit un grand clivage autour du cas de ce député de Loire-Atlantique, Andy Kerbrad, qui a déclaré lui-même il est sujet à une addiction aux drogues. Il essaie de se soigner. Il a été pris en flagrant délit à Paris d'achat d'une drogue de synthèse. On voit un déchaînement aujourd'hui autour de ce sujet. Alors après, nous, on prend pas parti, on observe. Est-ce qu'il doit démissionner? Est-ce qu'il doit rester à son poste de député? Est-ce qu'il doit montrer l'exemple en un mot? En un mot, c'est dur. En plus, alors, si vous voulez. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Enfin, il y en a plusieurs. Il y a le fait que Andy est malade. L'addiction à l'alcool ou l'addiction tout court, c'est un vrai problème. Tous ceux qui ont une addiction ou ont eu une addiction, donc qui s'en sont sortis, savent que c'est pas un long chemin et que des fois il y a des rechutes et voilà. Et on est tout cœur avec Andy pour qu'il justement prenne le temps de se soigner et arrive à tirer un trait sur cette addiction. Moi-même, je suis addict au soda et au sucre. C'est très compliqué de décrocher de ça. Donc bon, à toute proportion gardée, parce que moi j'ai le droit de rencontrer des gens sur le trottoir du métro et acheter ma canette voilà. Après, ça c'est pour le sujet addiction. Là c'était de la drogue pour le coup. Voilà, bon là sur le sujet addiction, c'est un vrai problème. Après sur le fait d'acheter et de faire vivre le trafic, parce que c'est ça. Et puis quand on dit tant qu'il y a des acheteurs, il y a des vendeurs, oui, mais en fait c'est pas si simple que ça. Il faut en effet lutter contre l'arrivage et lutter contre ça, mettre des procédures de soins et de prévention. Après, concernant le mandat d'Andy, c'est à lui seul de décider s'il a envie de démissionner ou non. Je pense que les camarades du groupe parlementaire lui demanderont pas de démissionner, mais le laissent libre de prendre sa décision et que ça ne dépend que de lui. Je pense que tous les camarades, même les camarades non députés, soutiennent la lutte de Andy. Après, oui, vous avez dit qu'il se fait attaquer. Oui, on se fait attaquer, mais bon, quand le sénateur ou député de droite qui a drogué son autre collègue sénateur ou député, j'ai pas souvenir d'un vent de panique de la classe politique, ni de le pousser à démissionner. J'ai peut-être oublié un épisode, mais a priori, la droite s'insurge des problèmes de gauche que quand ça concerne la gauche. Donc voilà. Bon, après, si Andy décide de se retirer, on sera toujours derrière lui. S'il est là, voilà. Puis moi, après tout ça, quand Andy parlera des problématiques de drogue, d'addiction, je pense qu'on aura quelqu'un qui sait de quoi il parle. Voilà. Après, bon, si je suis un peu taquin, je dirais que la drogue dans les milieux politiques n'échappe pas au fait qu'en France, ça consomme de la drogue à tous les étages. Voilà, c'est quelque chose de très répandu et la classe politique n'échappe pas à la règle. Donc c'est toujours un peu de démagogie de taper sur le premier élu qui se fait attraper. Justement, à propos de la lutte contre la drogue, on voit dans que ce soit à Marseille ou à Grenoble, les gangs qui s'affrontent aujourd'hui, des jeunes hommes qui sont abattus les dernières dates. Voilà, des mineurs, 15 ans, 17 ans. Là, il faut vraiment mettre les bouchées doubles pour essayer d'enrayer ce trafic et pour peut-être essayer d'éviter que les jeunes tombent là-dedans. Et là, on est vraiment sur un volet social aussi. C'est vrai qu'il y a encore une fois, c'est plusieurs sujets. Il y a comment on lutte efficacement contre le trafic dans les quartiers. Bon, pas que dans les quartiers, parce que souvent, les dealers usent de stratagèmes de grande qualité. Hein. Ils se transforment en livreurs
Je ne vais pas les citer, mais on voit très bien les leaders, les vendeurs avec des petites vélos et des petites mobylettes qui livrent la nourriture à domicile, donc ils sont transformés comme ça. On parle du Bershit aujourd'hui. Bon voilà, je voulais pas le dire parce que je sais pas s'il fallait que j'en cite 3, j'en avais que 2 en tête et c'était un peu embêtant. Mais oui, il y a ce sujet-là de comment on lutte concrètement contre la drogue et les réseaux, ou bien on décide de la légaliser. Après, c'est encore un autre sujet. Et il y a tout l'aspect prévention. L'aspect prévention, on revient sur la question de l'addiction, de la tentation, ça je sais pas, pour les gens qui consomment. Mais après, quand dans les quartiers, les gens n'arrivent pas à trouver de travail et on leur propose des trucs très compliqués ou mal rémunérés à l'autre bout de la région, où il faut se lever en décalé, des horaires vraiment très difficiles, et qu'on leur propose juste d'être assis sur un coin de rue et prendre 500 € la journée, parce que j'habitais dans un point de deal dans le 93 avant de venir sur Lorient, il faut résister, ou bien il faut avoir une éducation solide, il faut avoir des parents solides, des parents qui gagnent bien leur vie, qui ont des convictions, qui ne cèdent pas. Et encore une fois, on est l'enfant du village. C'est-à-dire que si on est tout seul avec des parents noyés dans un environnement qui pousse à ça, très difficile. Donc il faut aussi permettre aux gens d'accéder à du salariat ou à de la rémunération qui leur donne pas envie d'aller là-dedans. Donc c'est vraiment un plan assez large et pas juste faut envoyer des flics et faire des opérations de com comme Darmanin. C'est pas que ça. Voilà. Je voulais vous entendre sur un dernier volet qui est l'éducation, mais ça rejoint un petit peu ce que l'on disait. Aujourd'hui, il faut donner les moyens à l'éducation nationale pour assurer ses missions, parce qu'on a le sentiment, tout comme l'hôpital, que l'éducation nationale, eh bien, c'est un peu le parent pauvre aujourd'hui. Si on pouvait moins investir dans l'armement et investir dans l'éducation nationale et même la santé, l'hôpital, mais plus large aussi, tout l'aspect santé, oui, la France se porterait un peu mieux. Donc l'éducation nationale, évidemment, il y a besoin de mettre des moyens. Encore une fois, on en revient à une question de volonté politique. Et plus d'armement, plus de buzz, plus d'arrestations, plus de chiffres, d'opérations, de machin, et des écoles avec des vrais problèmes. Et pour terminer, depuis que je suis né, j'ai toujours connu les urgences en grève. Toute coloration politique, tout y est passé, mais personne n'a jamais résolu le problème. Donc c'est qu'on n'a pas envie. Et ça nous ramène au budget encore, parce qu'il faut des moyens. À une volonté politique. De l'argent, il y en a. Merci infiniment Vincent Le Tertre d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes animateur du groupe d'action de la France Insoumise à Lorient et vous avez fait la route pour être avec nous ce matin et balayer tous ces sujets d'actualité qu'on va suivre avec attention. Merci infiniment. Toujours un plaisir. Merci. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.